Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à ce webinaire sur la santé mentale qui va nous donner quelques ressources pour l'automne qui est déjà bien présent. Je me présente, je m'appelle Amélie Bechler et je suis en charge des cours et formations au Centre Remond de la Société suisse de la sclérose en plaques et je suis accompagnée ce soir de ma collègue Béa Canapi, infirmière. Et au programme de ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Antonios Liolios, qui est psychiatre, psychothérapeute, FMH et médecin cantonal pour le canton du Jura. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les écrire à tout moment dans l'espace prévu à cet effet, dans le panel qui s'appelle Q&R. En général, c'est en bas ou en haut, ça dépend si vous êtes sur un téléphone ou un ordinateur. Et on tâchera d'y répondre à la fin de la présentation. C'est possible qu'on puisse pas répondre à toutes vos questions, notamment si elles sont un petit peu trop spécifiques ou personnelles, mais vous pourrez sans doute prendre contact avec nous par la suite si vous avez d'autres questions par téléphone ou par email. Le webinaire sera ensuite disponible en ligne sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours et vous pourrez le reconsulter encore pendant l'année et demie prochaine, si nécessaire. On vous transmettra également le PowerPoint de la présentation. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir le docteur Antonios Liolios, à qui je vais passer l'écran, et je vous retrouverai avec ma collègue Béa pour la suite des questions après la présentation. Bonne présentation. Bonsoir à tous et puis merci beaucoup pour l'invitation. Et puis ça fait quand même plaisir de voir que vous êtes plusieurs aujourd'hui. Je m'appelle Antonius Lioios, je suis médecin cantonal pour le canton de Jura, mais principalement je suis médecin psychiatre. Et puis j'ai quand même une certaine expérience avec les personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques. Et c'est pour ça quand même que ça me fait plaisir de pouvoir aussi partager quelques mots avec vous. L'idée de séminaire d'aujourd'hui, de ce webinaire, de, c'est pas du tout d'approfondir sur tous les sujets possibles, comme c'est quand même effectivement une vaste situation. Euh, et puis, c'est plutôt pour faire un tour d'horizon de la situation. Effectivement, l'idée aussi, c'est de vous sensibiliser en tant que personne atteinte, mais aussi par rapport à vos proches, et puis de vous donner quelques conseils pratiques, bien évidemment. Et comme effectivement Madame Beckler a dit à la fin, c'est l'idée aussi de pouvoir répondre aux questions dans la mesure du possible, bien évidemment. Et puis, en effet, on ne peut pas faire une consultation, mais c'est plutôt aussi de vous donner des conseils pratiques pour que vous puissiez discuter à la limite avec votre neurologue et puis votre équipe médicale. Donc, de ce fait-là, je démarre ma présentation et puis je vous fais tout de suite un partage alors de l'écran. Comme ça, vous pouvez tout à fait, pardon, voilà, voir alors la présentation. On voit, c'est Le tout. programme, voilà. La présentation d'aujourd'hui, comme effectivement je vous fais vite un tour d'horizon par rapport à la santé mentale et la sclérose en plaques, les affections, les traitements disponibles, et puis qu'est-ce que les personnes atteintes peuvent faire par elles-mêmes. Ça, il faut quand même dire, et puis c'est toutes les études qui le confirment, c'est qu'effectivement, toutes les maladies neuropsychiatriques et puis toutes les affections au niveau mental, ils influencent massivement la qualité de vie, mais aussi on a de plus en plus d'études qui démontrent qu'ils peuvent effectivement aussi influencer l'évolution de la maladie. Pas de manière linéaire, mais qu'effectivement, que sur la durée, on voit quand même qu'il peut avoir un impact au niveau de l'évolution de la maladie. Il faut aussi dire que les troubles psychiatriques sont beaucoup plus fréquents aux personnes atteintes d'une sclérose en plaques par rapport à la population générale. Et c'est pour ça aussi que le diagnostic et le traitement, c'est toujours un défi. J'ai fait juste alors la liste pour avoir une idée à quoi on est confronté par rapport à la prise en charge des maladies psychiatriques. On a la dépression, mais aussi la dépressivité, les troubles anxieux, les troubles du sommeil. Ça, effectivement, qui s'est démontré aussi de plus en plus par les études, c'est la dépendance. Ça qui, malheureusement, n'est pas trop abordé comme sujet. Les troubles cognitifs dans les étapes plus avancées de la maladie. La fatigue, qui c'est quand même un symptôme très important et très débilitant au niveau de la prise en charge au quotidien. Les troubles affectifs, et c'est plutôt rare, mais ça existe aussi, les troubles psychotiques. Et puis, ça, il faut quand même insister. C'est pourquoi c'est un défi pour les diagnostics. Malgré tout, et puis malgré le fait que la Suisse
se dispose d'un nombre quand même très conséquent de psychiatres, de psychologues, de professionnels de santé mentale. La discussion pour la santé mentale reste toujours un tabou. Il y a quand même toujours une réticence de faire appel aux professionnels de santé mentale parce que d'un côté, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas tellement urgent, ou c'est urgent quand la situation devient critique, mais aussi parce que les gens, ils sont quand même parfois gênés. Il y a quand même aussi la partie de la banalisation de la symptomatologie par les patients, par les familles. Et malheureusement aussi, ça existe par les professionnels qui inscrivent quand même pas mal de la symptomatologie sur le plan neurologique, où ils disent que c'est tout à fait normal face à un diagnostic d'une sclérose en plaques de se sentir déprimé. Mais qu'est-ce qui se passe si vous avez une situation où les gens ils sont dépressifs sur la durée, où effectivement on mérite d'avoir une prise en charge conséquente et cohérente? Il faut aussi dire qu'il y a souvent ce qu'on appelle la technologie psychiatrique, l'anosognosie. Donc, les patients eux-mêmes ne se rendent pas compte des symptômes. Et c'est souvent l'entourage qui remarque la fatigue, une dépressivité par la mimique, par le manque de motivation, mais eux-mêmes, et puis ça c'est souvent en lien avec les attentes neurologiques de la sclérose en plaques, ils ne remarquent pas les symptômes. Et puis, comme on a mentionné, il y a cette similitude entre symptômes physiques et psychiques, ça qui fait quand même que la mise d'un diagnostic n'est pas évidente. On commence par la maladie psychiatrique la plus fréquente, et puis j'utilise le mot dépressivité, parce que très souvent, les symptômes, les critères d'une dépression clinique selon le système de classification maladie ne sont pas remplis. Donc, vous voyez quand même qu'il y a une, une prévalence très importante. Donc, la fréquence quand même des personnes atteintes d'une sclérose en plaques, ils auront au moins une fois dans la vie, la moitié des personnes, et, des symptômes dépressifs. Et puis, par rapport à la population générale, c'est 2 à 5 fois plus fréquent. Au niveau des théologies, des raisons pour lesquelles on voit cette fréquence très élevée, on voit quand même qu'il y a une partie neuroanatomique, il y a des changements structurels au niveau du cerveau. Nous avons aussi une inflammation chronique liée avec le stress, mais il y a aussi tous les facteurs psychosociaux. La perte d'autonomie, de l'emploi, des repères, un facteur très important, c'est l'isolement social, etc. Il faut dire aussi que chez les femmes, on voit quand même par les études qu'il y a beaucoup plus de symptômes somatiques et les symptômes quand même sont beaucoup plus graves en général par rapport à leur intensité. Il faut aussi dire que le risque de suicide est très élevé, environ 2 à 7 fois par rapport à la population générale. Et puis, c'est ça aussi qu'on constate de plus en plus par rapport aux études. Nous avons quand même un lien étroit, une sorte de cercle vicieux aussi qui se passe entre l'inactivité et les personnes négatives qui font quand même partie d'une dépression, qui font accentuer aussi les symptômes de sclérose en plaques, ou ils influencent quand même de manière négative l'évolution de la maladie. Mais les limitations somatiques aussi, la perte d'autonomie, la perte d'entourage, l'isolement social, accentuent aussi les symptômes de dépression. Donc, c'est pour ça quand même que c'est très important, dès le moment qu'on a une notion de ces symptômes, effectivement, de les prendre au sérieux et essayer de les traiter le plus rapidement possible. Les difficultés aussi au diagnostic, comme on a mentionné, il y a quand même alors pas mal de symptômes qui sont similaires à la sclérose en plaques en soi. La fatigue, classiquement, la baisse et la perte de la motivation, la fatigue mentale aussi. Donc, c'est quand même très difficile de faire la part des choses. Et puis, on n'a pas toujours ce critère de dépression classique. Vous voyez la liste des symptômes. Donc, la perte d'énergie, c'est quand même très souvent un résultat de la sclérose en plaques ou parfois aussi du traitement médicamenteux pour la maladie. La perte de plaisir, les ruminations anxieuses, les pertes d'espoir pour l'avenir, ça fait aussi partie d'un processus d'acceptation, de deuil par rapport à la maladie. Donc, vous voyez quand même que c'est pas tellement facile de faire quand même la distinction entre les deux aspects. Les troubles de sommeil aussi, c'est quelque chose d'extrêmement classique. Et l'appétit, c'est quand même alors quelque chose qui embête beaucoup de patients qui sont atteints d'une sclérose en plaques. Mais effectivement, c'est quand même alors très facile de dire que c'est seulement à cause de la maladie.
Vous voyez aussi que c'est pour ça qu'on utilise quand même des questionnaires. Je vous apporter comme exemple alors des, des questionnaires qu'on utilise pour le diagnostic d'une dépression. Vous voyez aussi la liste des symptômes et puis alors un score. Mais ça aussi qui c'est important, c'est qu'effectivement, tant pour les patients, pour les phases, mais aussi pour l'équipe traitante, c'est qu'effectivement, c'est aussi l'idée qu'on a un baseline, c'est-à-dire on a quand même alors un score de base. Et ça qui c'est important, c'est que de voir comment la personne évolue. Parce que, par exemple, la difficulté à s'endormir ou à rester endormi, ça, ou de dormir trop, ça, de toute manière, on sait que c'est quand même quelque chose qui est en lien avec la maladie. Mais ça qui est important, c'est de voir comment ça a évolué de l'espace au cours des dernières semaines, par exemple. Et puis, c'est pour ça que aussi, c'est important d'être sensibilisé par rapport au traitement. Ça dépend effectivement de la gravité de la symptomatologie. Très souvent, on a quand même, pour la symptomatologie légère, un soutien psychologique suffirait. Et puis, le soutien psychologique, ça pourrait être aussi comme les groupes d'entraide, ça pourrait être aussi les contacts sociaux, ça pourrait être effectivement les mouvements aussi, ça qu'on verra plus tard. Et c'est pour cette raison-là, il faut pas, il faut quand même éliminer ce mythe qui tout de suite, il faut passer au traitement médicamenteux, aux antidépresseurs. Ça, c'est clair, c'est qu'effectivement, ça, on doit aussi prendre en considération cette possibilité, surtout pour les cas beaucoup plus sévères. On a quand même plein d'études qui montrent que seulement une thérapie médicamenteuse ne suffirait pas. Ça, ça peut tout à fait être une béquille, mais c'est pas suffisant quand même pour pouvoir aussi aider à l'amélioration de l'état de santé. C'est pour ça aussi qu'on a une proposition quand même d'une forme de thérapie, de psychothérapie qui s'appelle thérapie cognitive comportementale. Les interventions aussi de type mindfulness, donc ce qu'on appelle la pleine conscience, c'est qu'effectivement c'est quelque chose qui peut aussi aider. Mais ça qu'il faut aussi considérer, c'est que le choix de médicaments, c'est très souvent euh, un exercice assez complexe, parce que ça dépend aussi de la symptomatologie sous-jacente, des autres médicaments que la personne en tant qu'adulte reçoit, de la présence de la fatigue, des douleurs. Donc c'est pour cette raison-là que c'est pas évident de choisir un traitement. À titre d'exemple, il avait quand même une longue période où le traitement antidépresseurs, c'était une catégorie de médicaments qui s'appelle le tricyclique, par exemple, le sarotène. Mais c'est un médicament qui ont quand même provoqué pas mal d'effets secondaires, surtout la chute des tensions artérielles, ce qui provoque beaucoup plus de chutes. Avec le nouveau traitement antidépresseur, on peut éviter quand même ce type de effets secondaires, mais on a quand même alors d'autres problèmes. C'est pour cette raison-là que c'est toujours important de faire appel à un spécialiste pour pouvoir aussi voir qu'est-ce que c'est quand même de meilleure approche médicamenteuse. Idem aussi pour les troubles anxieux. Vous voyez aussi que pour euh, euh, environ 35%, donc c'est quand même un pourcentage très élevé, pour les gens qui sont atteints de CEP, il y aura quand même au moins une fois dans la vie des symptômes anxieux. Et trois fois plus conséquente, plus élevée qu'en fréquence à la population en général. Vous voyez aussi que c'est quand même alors des différents facteurs qui influencent aussi l'apparition ou la gravité de cette symptomatologie. Et puis, vous voyez aussi qu'il y a un sentiment d'absence de soutien des proches, la présence aussi de symptômes débilitants, mais aussi le trouble de consommation d'alcool. Parce que très souvent, les patients qui sont quand même atteints de cancer, ils utilisent à titre d'automédication des substances. Ça qui fait quand même que ce type de consommation, il est beaucoup plus élevé. Il faut aussi dire que les troubles anxieux sont plus fréquents chez les femmes. Et il y a quand même aussi une tendance à la somatisation. Ça, c'est aussi important. Les troubles anxieux en soi, c'est pas que la personne peut dire qu'il a juste euh, peur de différents symptômes, mais c'est quand même les corps qui s'expriment par des différents symptômes qui ne sont pas explicables d'un point de vue médical. Des diarrhées fréquentes, des inflammations dans de différents endroits, les infections urinaires à répétition, les palpitations, les autres problèmes cardiovasculaires. Très souvent, on n'a pas juste une explication simple. Donc, un questionnaire
pour le diagnostic, oui, c'est quand même une bonne idée, mais c'est plutôt le patient qui doit aussi nous présenter les symptômes. Et puis, le traitement, comme vous voyez, c'est similaire aussi à la dépression. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des formes de psychothérapie qui sont tout à fait utiles, mais aussi des médicaments qui peuvent aussi aider à alléger les symptômes de l'objet. Au niveau de la fatigue, ça, j'imagine aussi que vous avez déjà eu une sensibilisation par rapport à ce type de problème. Ça touche quand même au moins 75% des personnes atteintes de REM-décès. Et puis, ces symptômes, c'est les symptômes les plus débilitants au quotidien. Le diagnostic difficile, c'est quand même un symptôme qui est vaguement défini, c'est-à-dire que vous avez les guidelines qui disent oui, c'est quand même alors la perte d'énergie, etc. Mais il faut voir toujours un peu au niveau du diagnostic que c'est pas évident de dire qu'est-ce que c'est quand même la différence par rapport au niveau de l'activité de la personne. Et puis c'est pour ça aussi qu'on n'a pas de mesures diagnostiques uniformes. On a des questionnaires, mais qu'il n'a pas quand même un test au niveau de la prise de sang qui peut nous démontrer s'il y a la fatigue ou pas. Et ça, c'est quand même pas évident, surtout d'un point de vue psychologique, pour les expertises, par exemple, que c'est pas évident de prouver que la fatigue existe, qu'il est quand même, qu'elle fait partie aussi du quotidien d'un patient. Et puis, bien évidemment, vous savez que c'est une problématique d'origine multifactorielle. Et puis, la dépression et les troubles anxieux, ils jouent énormément au rôle par rapport à l'expression de la fatigue. Au niveau des symptômes, donc effectivement, vous voyez qu'il y a des difficultés à effectuer des travaux physiques, même les tout légers, même qui avant, qui c'était facile à effectuer, que c'est quand même alors maintenant, c'est une montagne. La perte d'énergie, la fatigue cognitive, par rapport aux troubles de la concentration ou des troubles de mémoire, et surtout la mémoire de court terme. Au niveau du sommeil, vous avez quand même des différentes situations. Vous avez tant de difficultés au niveau de l'endormissement, malgré l'épuisement, malgré que toute la journée vous aimeriez quand même dormir. Et puis vous avez de l'autre côté un sommeil qui est non réparateur. Vous pouvez passer 12, 14 heures au lit et malgré tout de ne pas avoir un sommeil. Et puis ça aussi qui se discute, qui c'est un symptôme aussi très limitant pour pas mal de gens qui sont atteints de fatigue, c'est cette discrépance entre la volonté psychique et le montant d'énergie disponible. Très souvent, les gens, ils se plaignent quand même que les batteries ou les réserves de batteries, ils sont épuisés. Et puis, malgré que dans leur tête, ils aimeraient quand même faire plein d'activités, dès le moment qu'ils se mettent en marche, ça, c'est malheureusement, ça s'est traduit quand même en un épuisement après une demi-heure, voire une heure d'activité. Et ça génère quand même une situation dépressive. C'est pour ça quand même qu'il y a très souvent cette confusion entre la fatigue et la dépression. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui sont déprimés, qui sont fatigués, ils sont dépressifs en soi. Les traitements aussi par rapport à la fatigue, il y a quand même des formes de psychothérapie qu'on sait quand même qui ça peut aider. Au niveau de la gestion d'énergie, c'est toujours un challenge, c'est vraiment un défi, parce qu'il y a quand même plein de gens qui avaient l'habitude de faire plein de choses avant euh, le diagnostic avec les premiers symptômes d'une sclérose en plaques. Et malheureusement, ils sont quand même confrontés à ces limitations. Au niveau de l'activité physique, ça, on va aborder un peu plus tard. Ça, c'est quand même important de la doser de manière conséquente. Et puis, les médicaments. Il y a quand même des médicaments qui démontrent une efficacité, mais qui est plutôt limitée. Je vous ai montré l'exemple de modafinil. Ça, c'est un médicament qui est utilisé pour ce qu'on appelle la narcolepsie. C'est les gens qui piquent des crises de sommeil à n'importe quel moment. Et puis, il y a quand même quelques études euh, pour lesquelles on a utilisé le traitement de modafinil avec des avec des résultats plutôt mélangés. Il y a environ alors 30 à 40% de patients qui notent une amélioration de la fatigue avec ce traitement-là. C'est-à-dire que ça vaut toujours la peine à essayer, on est bien d'accord, mais le résultat n'est pas toujours garanti. Et puis ça, si vous voulez, ça c'est quand même les noyaux de la présentation d'aujourd'hui, que c'est un peu la responsabilité des professionnels qui doivent quand même bilanter qui, des personnes atteintes d'une sclérose en plaques régulièrement.
à chaque visite médicale, si vous voulez. Tant c'est le généraliste, que c'est le neurologue, que c'est le nurse spécialisé. C'est qu'effectivement, il faut toujours poser quelques questions par rapport à l'état de santé mentale de la personne atteinte d'une CEP. Parce qu'effectivement, ça passe souvent inaperçu. Il y a quand même cette partie de culpabilité souvent des patients qui n'aimeraient pas euh, leur compliquer la vie avec plus de rendez-vous médicaux. Et puis, de faire appel à un psychiatre, il y a toujours un peu cette réticence. C'est pour cette raison-là, il y a quand même cette insistance, cette régularité qu'il faut avoir quand même d'un point de vue de professionnel. Et puis ça, il faut toujours pas oublier, c'est l'idée aussi de faire de manière écologique l'intervention. C'est-à-dire qu'il faut renforcer les compétences individuelles des patients, mais aussi des proches. C'est-à-dire vous voyez quand même pour les gens qui aimeraient quand même faire des activités, mais qui sont limitées pour des raisons X, Y, il faut renforcer quand même la- les compétences des personnes du point de vue social, par exemple, qu'ils puissent aussi être plus à l'extérieur et qu'ils puissent être plus en contact avec leur entourage. Parce que le soutien psychosocial, pour toutes les études, c'est qu'effectivement, c'est le facteur le plus important au niveau de la qualité de vie. Donc, si vous renforcez quand même le soutien psychosocial avec un entourage et puis que vous cassez l'isolement, il y a quand même une amélioration prouvée de la qualité de vie. À ce qui concerne le sommeil, je voudrais quand même le faire de manière très succincte et puis très résumée. Mais effectivement, le plus important, c'est d'avoir une activité physique que vous avez quelques heures après le veille. Et ça, c'est aussi important, c'est de maintenir une sieste qui est maximum de 60 à 90 minutes et puis de ne pas quand même la prolonger pendant 2 3 heures parce qu'après, il y a une sorte de, de régularisation du rythme de sommeil. L'endormissement, ça doit quand même être au plus tard, vers 21 heures, 22 heures. C'est-à-dire qu'il ne faut pas quand même, malgré que la personne, il peut être quand même active, il faut faire toute la préparation au niveau du sommeil. Et puis maintenir plus ou moins le même rythme. Donc avec le même, plus ou moins avec le même rythme, avec les mêmes heures que les personnes vont au lit et puis qu'il qu'il y a des heures aussi qu'ils sortent du lit. Au niveau de l'activité physique, ça, il y a quand même tous des programmes qui viennent depuis les États-Unis, du Canada, mais aussi de plusieurs pays européens qui disent quand même que l'exercice, c'est un médicament. Et puis, ça a été quand même démontré à plusieurs reprises pour le cas de sclérose en plaques. Il faut dire aussi que cette activité physique doit être quand même adaptée selon le fonctionnement et puis le décret d'invalidité de chaque personne. Vous ne pouvez pas demander quand même le même rythme d'activité pour une personne qui se trouve malheureusement sur une chaise roulante par rapport à quelqu'un qui a un cours mobile. Mais il faut toujours avoir un programme spécialisé avec un mélange entre l'endurance physique, mais aussi l'activité cardiovasculaire. Et puis, c'est toujours intéressant. Et ça, on sait par exemple par rapport à la fatigue et pour les personnes qui sont atteintes d'un cancer, qui est une activité relativement light, mais aussi qui est quand même malgré tout intense, comme le yoga ou le pilates ou même aussi le tai chi. Ils peuvent, oui, c'est démontré à plusieurs études et ça montre quand même une efficacité qui s'est prouvée. Et puis, ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant, mais c'est juste alors pour discuter avec vous aussi de des questions. Il y a plein d'autres traitements. Et malheureusement, on trouve quand même d'autres traitements qui sont un peu, qui sont un peu présentés comme des médicaments miracles ou des présences miracles par rapport à la dépression, par rapport à l'anxiété, par rapport à la fatigue. Mais il faut dire que c'est toujours pas des traitements de première ligne. Et puis, pour les personnes qui étaient malheureusement ou heureusement confrontées à cette situation-là avec les assurances maladie, c'est toujours, euh, c'est toujours une bataille de pouvoir demander un remboursement de telle ou telle prestation ou tel médicament. Parce qu'effectivement, il y a quand même quelques études qui démontrent l'efficacité de tel ou tel traitement. Mais c'est plutôt des traitements qui ne sont pas en première ligne. Il faut toujours les considérer, surtout quand on a essayé pas mal de choses qui ne sont pas fonctionnées. Nous avons mentionné auparavant le mindfulness.
Donc, on a le plan en conscience qui fonctionne quand même pour les troubles anxieux et dépressifs, ça en clair. Après, il n'y a pas énormément d'études qui démontrent sur la durée. La luminothérapie, il y a quelques études qui montrent aussi l'efficacité de cette prise en charge. Surtout pour l'aspect quand même que quand il aura bientôt moins de soleil, les gens ils quand même deviennent plus irritables, qui deviennent plus dépressifs, et puis ça pourrait être quand même assez efficace, mais il faut quand même quelqu'un qui montre comment ça se fait. C'est pas juste de se mettre devant une lampe en portatif, il faut quand même avoir une lampe spécialisée et puis suivre quand même les différentes étapes de cette prise. La substitution hormonale, c'est malheureusement vraiment un peu à la mode qui est comme quoi, comme un traitement qui peut améliorer le fonctionnement pour les gens qui sont dépressifs, surtout pour les gens qui sont chroniquement dépressifs. Et vous avez noté ce qu'on appelle la stimulation transcrânienne magnétique, c'est le RTMS. Il y a quelques études aussi qui disent que c'est plutôt de mettre un grand aimant juste à côté de, de la crâne qui fait une sorte de stimulation. Et puis, c'est-à-dire que c'est pas une intervention où vous devez ouvrir un trou, mais c'est plutôt une sorte de stimulation du cerveau avec plusieurs, dans plusieurs régions. Et il y a quand même quelques études qui montrent un petit effet de zinc, ou de magnésium, ou de ginseng, des enzymes Q10. Donc, il y a quand même alors une série de différents traitements où il y a quand même quelques petites études qui montrent une petite efficacité, mais on ne peut pas considérer comme première approche médicamenteuse. Et puis, il y a quand même plein d'études que vous trouvez pour X ou Y médicaments en prise en charge. Mais encore une fois, il faut discuter quand même avec des professionnels et puis considérer quand même les traitements qu'on sait quand même que ça fonctionne. Et puis, c'est pas nécessaire de passer directement au traitement dépresseur, ça c'est clair. Et ça vaut toujours la peine d'avoir une discussion ouverte. Et puis, ça qui est toujours important, c'est d'avoir un travail, une discussion de réseau entre les neurologues, les psychiatres, les généralistes, les autres spécialistes, les soins à domicile, les proches, les patients eux-mêmes au centre de la prise en charge pour pouvoir trouver une solution qui va être quand même adaptée à chaque personne. Et sur ça, j'ai fini en vitesse ma présentation. Merci pour votre attention. Et puis, on peut passer alors très volontiers aux questions. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci infiniment pour cette passionnante présentation, d'avoir levé le voile un peu sur la santé mentale. C'est essentiel, hein, à la qualité de vie de tout le monde. Et puis merci pour les conseils pratiques également. Donc, comme je vous ai dit au début, n'hésitez pas à poser les questions via le petit panel Q&R en dessous par écrit. C'est l'occasion, on a encore le temps. Euh, Profitez-en, hein. Euh, Béa, tu avais une première question que tu veux poser? Alors oui, j'avais une question en fait, si vous pouvez commenter, je sais que c'est peut-être une question assez vaste, mais s'il y a des potentielles interactions entre les traitements de la CEP courants et les antidépresseurs anxiolytiques. C'est quelque chose que les gens, peut-être ils hésitent à entreprendre certains traitements à cause de leur traitement de CEP. Est-ce que vous aurez deux mots à dire là-dessus? Alors, oui, tout à fait. Tout d'abord, je dois quand même alors commencer avec un sujet qui c'était un peu huileux, difficile. Aux années 90, c'était quand même par rapport au traitement d'interféron B. Et puis, à cette époque-là, donc, c'était quand même un traitement qui, on savait quand même qui, ou en tout cas, alors, on suspectait qu'il avait des décompensations dépressives, que les gens, ils auraient été vraiment dépressifs à cause de ce traitement. Et après quelques études, on a vu quand même que c'est pas forcément le cas. Et puis que, oui, c'est quand même alors des traitements, l'interféron, qui, heureusement, c'est plus du tout utilisé, ou beaucoup moins en tout cas, que c'est quand même un traitement qui n'est pas et qui n'a pas tellement un impact au niveau de la santé mentale, mais on est bien d'accord que c'est un traitement qui n'est pas évident. Par rapport au nouveau traitement, il y a quand même quelques traitements. Je dois juste alors vous trouver alors effectivement, parce que j'ai regardé au niveau de là.
au niveau effectivement de la sève, il y a quand même alors de nouveaux traitements. On sait qu'il y a un risque un peu élevé par rapport à l'apparition de symptômes dépressifs, mais je dois juste alors trouver alors la liste parce qu'effectivement, je l'ai eu. Alors, pardon. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, alors, pour tous les ça qu'on appelle les facteurs biologiques, ou effectivement, tout ça, quand même, alors, l'immunothérapie, oui, il y a un risque, donc, comme les natalizumab, donc, effectivement, le nouveau traitement, il y a un petit risque d'augmentation de troubles dépressifs. Au niveau des interactions, après, c'est des interactions qui sont techniquement vastes. C'est pour ça que c'est une recommandation générale. C'est qu'effectivement, de faire toujours des très, très faibles dosages. Par exemple, pour le traitement des dépresseurs, le traitement qui est quand même bien étudié, c'est l'escitalopram. Et ça, on sait parce que c'est un antidépresseur et qui c'est en forme de goutte. Et puis, raison pour laquelle on peut quand même les doser très, très lentement par rapport aux autres traitements qu'on a juste un comprimé et puis c'est pas tellement facile de les titrer. Donc, la liste est quand même alors assez vaste. Je ne peux pas alors juste vous dire d'un traitement à l'autre. Mais merci pour la question. Merci beaucoup pour la réponse. Je vais prendre une question un peu plus large. Quel est le risque de dépendance aux antidépresseurs anxiolytiques? Alors, au niveau des anxiolytiques, il y a un risque de dépendance qui est tout à fait conséquent. C'est effectivement un problème qu'on a chez les gens qui sont quand même depuis longtemps sous Temesta ou Valium ou Xanax pour des raisons X, Y, et puis c'est extrêmement difficile de le faire sortir de ce traitement-là. Donc, c'est pour ça quand même que comme c'est considéré comme traitement de première ligne, c'est des antidépresseurs. Les antidépresseurs ne créent pas une dépendance, dans le sens où effectivement vous avez des symptômes de sévrage si vous les arrêtez. Après, bien évidemment, si vous les arrêtez de manière radicale, abrupte, du jour au lendemain, si vous les prenez pendant 9 à 10, à 12 mois par exemple, oui, c'est quand même alors beaucoup plus difficile. Vous avez un effet de rebound. Les gens alors ils tombent encore sur symptomatologie dépressive. C'est pour ça quand même que chaque fois qu'on enlève ce traitement, il faut aller doucement. Donc, ça, c'est quand même alors quelque chose d'important à garder en tête. Les risques d'une dépendance, donc, c'est pour les anxiolytiques, malheureusement, comme c'est le traitement qui passe inaperçu, puis après qu'on se rend compte, 3 ans plus tard, que la personne a reçu quand même traitement X, Y, sans faire gaffe, c'est beaucoup plus difficile de revenir en arrière. Mhm. Merci beaucoup pour la réponse. Et puis, on aurait une prochaine question pour vous. Quelle serait la durée type d'une thérapie avec un psychologue? C'est une très bonne question. C'est qu'effectivement, il n'a pas de durée type. Je suis désolé de vous décevoir et je ne peux pas vous donner une réponse. Mais il y a des situations où effectivement, on peut tout à fait. euh, si vous voulez, je ne vais pas vous donner l'exemple du durée type, mais c'est le modèle de prise en charge psychologique ou psychiatrique pour une personne atteinte de CEP. Ça fait plutôt une sorte d'accordéon. Vous avez des phases où c'est des prises en charge beaucoup plus intenses, où effectivement, il y a par exemple, suite à l'annonce du diagnostic, la personne quand même qui présente une symptomatologie dépressive. Après, vous avez alors une phase beaucoup de stabilité. Après, pour une première récidive, par exemple, vous avez une récidive aussi des symptômes dépressifs, etc. Donc, vous pouvez avoir une thérapie tout à fait à longue durée, mais ça ne veut pas dire que vous devez faire une sorte de prise en charge psychanalytique du genre 2 ou 3 rendez-vous par semaine. Très souvent, c'est qu'effectivement, vous avez une courte période pour laquelle vous avez besoin d'une prise en charge. Après une période sans rendez-vous, ou de rendez-vous une fois tous les 6 semaines, voire tous les 3 mois. Après, vous avez alors de longues périodes où vous avez besoin de prise en charge plus intense. Donc, effectivement, je ne peux pas vous donner une définition par rapport à la durée, mais ça qu'il faut toujours avoir en tête, c'est qu'il faut établir un lien de confiance. Comme ça, la personne, quand il a quand même besoin d'une nouvelle prise en charge, c'est beaucoup plus rapide de faire appel à la personne.
Merci beaucoup pour la réponse. Alors, je vais poser la suivante. Vous avez donné une heure de sommeil, 21h30, mais combien d'heures de sommeil il faudrait? Et Al- si je peux compléter, y a-t-il une différence entre les hommes et les femmes? Est-ce qu'on sait ça maintenant? Alors, si vous voulez, c'était un peu des titres indicatifs pour vous donner les 21h30 ou 22h. C'est plutôt qu'effectivement, c'est plutôt un titre indicatif par rapport à chaque personne est différente. On est bien d'accord. Mais si vous voulez, au niveau des recommandations américaines qui s'est regardé en préparant ces webinaires, il faut quand même s'assurer au minimum de 8 à 10 heures de sommeil. Et donc, ça, c'est quand même alors important. Et puis, ça qui est aussi important, c'est qu'effectivement, ce qui se passe aussi le lendemain, après une journée de sommeil, c'est de pouvoir aussi rester actif. Parce que si vous voulez, souvent, après, ça dépend quand même de la région qui est quand même atteinte des plaques, c'est quand même, il y a quand même aussi une dérégulation du centre de veille-sommeil au cerveau. Et puis, c'est pour ça quand même aussi que les gens, ils n'arrivent pas à s'endormir régulièrement ou avec plein de difficultés ou ils doivent prendre des médicaments par rapport à ça. Par contre, si vous voulez, c'est des recommandations générales. Donc, c'est pour ça quand même qu'il faut garder un rythme de sommeil, donc les 8 10 heures, hein, selon les besoins de chaque personne, on est bien d'accord, et aussi garder un rythme d'activité. C'est pour ça aussi que la sieste, faut pas faire 3 heures de sieste. Ça, c'est quand même alors nécessaire à répéter. Il faut quand même alors faire au maximum, même mettre un réveil au plus tard, alors après 60 90 minutes, de se réveiller. Merci beaucoup encore. Et puis, on va continuer sur le thème du sommeil parce qu'il y a une autre suite. Alors, quant à vos recommandations de sommeil, quelle différence entre été et hiver, s'il y en a? Alors, si, y en a, si vous voulez, on est quand même beaucoup plus sensible que chacun pense au niveau, on est quand même des animaux, malgré tout. Et puis, on passe pas en mode d'hibernation, on est bien d'accord, mais quand même, l'activité est beaucoup plus limitée pendant les heures, pendant l'hiver. Donc, c'est clair que c'est toujours important de maintenir un niveau d'activité, on est bien d'accord. Mais effectivement, l'hiver en Suisse, si vous avez au mois de décembre, de janvier, c'est quand même alors assez compliqué de pouvoir alors s'activer. C'est pour ça aussi que l'idée de la luminothérapie, euh, en plus, les lampes de luminothérapie sont couvertes par l'assurance maladie de base, hein. C'est qu'effectivement, c'est important pour savoir, pour pouvoir aussi maintenir cet effet de réveil pendant la journée, pour avoir un peu pour pouvoir un peu alors des lumières. Bon, c'est la lumière artificielle, on est bien d'accord. Ça peut pas substituer alors la lumière d'été. Mais quand même, c'est important de maintenir un rythme éveil-sommeil. Donc, au niveau alors des différences été-hiver, alors, ça c'est complètement individuel. Merci beaucoup. On a une question. Est-ce que vous auriez des conseils pour lutter contre la fatigue? Je ne sais pas si vous voulez remettre votre slide qui traitait du sujet éventuellement. Alors, pour la fatigue, si vous voulez, alors, je vais un peu tricher si vous voulez, mais il y a un très bon guide d'utilisateur pour les personnes qui sont atteintes de cancer, parce que malheureusement, c'est aussi plein de patients qui sont atteints de cancer qui sont confrontés à à ce symptôme vraiment débilitant. Et puis, je vais trouver alors tout à fait les slides, mais au niveau, pardon, voilà. Mais effectivement, au niveau de la fatigue, effectivement, on sait comment on peut lutter contre la fatigue. Il y a quand même la partie de gestion d'énergie. Il y a tout un programme qui c'est très intéressant quand j'ai fait ma formation en psycho-oncologie. C'est quand même les collègues allemands qui ont tout un programme de la gestion d'énergie. C'est-à-dire que vous essayez de faire la plupart des activités, mais ah, en les limitant quand même.
parce que la tendance, c'est pour les gens aussi de faire maximum d'activités dans un minimum de temps. C'est un peu alors pour pouvoir aussi, comme une sorte de vague, de profiter de cette vague-là, comme le surf, puis faire le maximum possible. Le problème, c'est qu'effectivement, que vous avez les contre-coups un peu plus tard. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir planifier, avoir un journal, si vous voulez aussi, pour pouvoir noter, voir aussi essayer de distinguer s'il y a des facteurs externes qui influencent la fatigue. Donc, il y a quand même alors tout un programme qui c'est tout à fait intéressant. Maintenir l'activité physique, ça, c'est aussi très important. C'est quand même, les gens ils disent que oui, c'est clair, le démarrage est difficile avec la fatigue, mais il faut avoir un minimum d'activité physique. Même, c'est pour ça que j'ai mentionné le yoga, le tai chi, vraiment une activité qui n'est pas nécessaire de faire des marathons, mais c'est quand même nécessaire d'avoir une activité régulière adaptée. Donc, je peux parler pendant des heures et des heures sur le sujet, mais ça, c'est quand même important de voir aussi avec les neurologues et aussi avec les spécialistes. Pardon, arrêtez le partage. Voilà. Parfait. Alors, on passe à la question suivante. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quel complément alimentaire en zinc est conseillé? Alors, j'ai trouvé ça, c'était tout à fait intéressant, mais il n'y a pas alors de recommandations. Si vous voulez, il y a deux autres études. Je vais juste d'abord vous les trouver tout de suite. Je suis en train de regarder à la fois. Mais, ah, pardon, voilà. Mais il n'y a pas alors de recommandations par rapport à ça. Si vous voulez, ça fait partie un peu de ça qu'on appelle de off-label. C'est-à-dire qu'il n'y a pas alors quelque chose de spécifique qu'il faut prendre tel ou tel complément. Sinon, alors, ça serait menti. Mais qu'effectivement, il y a quand même alors juste une étude que je vais tout à fait alors trouver, c'est des sulfates de zinc. Et puis, il y a juste alors une étude que je vais trouver tout de suite qui peut vous dire par rapport au dosage. Je suis en train de voir alors de l'autre côté. Mais effectivement, c'est juste... Ah, je m'excuse. Alors, le temps que je trouve l'étude, on peut passer à la prochaine question et puis je reviens alors à la question tout de suite. Alors, du coup, on va passer à la prochaine question. Est-ce que l'activité physique est conseillée à l'éveil, mais le midi ou le soir? Ah, attendez, je relis. Oui, Est-ce que l'activité physique est conseillée à l'éveil, mais est-ce que ça va aussi le midi ou le soir? alors, l'activité physique, il faut limiter jusqu'à 14 à 16 heures. Parce qu'effectivement, le problème aussi, c'est que si vous avez une poussée d'adrénaline, si vous voulez, d'activation au niveau physique, c'est qu'effectivement, vous risquez de faire une inversion du rythme nictéméral. Donc, effectivement, de vous endormir plus tard et après, d'inverser complètement le rythme. C'est pour ça que l'activité principale doit être sous 14 heures. Euh, Ça, c'est effectivement la recommandation classique. Après, c'est clair, oui, vous pouvez aussi faire une activité physique un peu plus tard, mais ça doit être une activité physique beaucoup plus douce. C'est pour ça que j'ai mentionné alors des formes, des mouvements qui sont beaucoup plus douces et pas juste l'entraînement classique. Intéressant. Vous vouliez rajouter quelque chose? Répondre à la question d'avant? Pardon. Alors, par rapport à la question Ouais. d'avant, donc j'ai trouvé, effectivement, il s'est dit alors, donc c'est, alors, la recommandation, c'était 50 milligrammes de zinc. Mais c'était juste alors pour une à deux études qui étaient faites, et puis c'est juste alors qu'effectivement, il n'y a pas plus d'autres études qui démontrent au niveau du dosage. Mais encore une fois, c'est quand même alors comme tous les traitements neuroprotecteurs de cet ordre-là, on ne sait pas alors à quel point ça fonctionne. Ça, c'est clair. Et puis, c'est juste alors une analyse qui a été faite. Donc, si vous voulez, vous pouvez l'essayer, mais sans nécessairement avoir d'espoir que ça va fonctionner mieux comme le traitement de recette classique. Très bien. On continue sur l'activité physique. Est-ce que
Est-ce qu'il y a des recommandations pour un entraînement qui associerait endurance et force et qui favoriserait l'énergie? Alors, je suis en train tout de suite alors de voir au niveau des recommandations, je vais voir alors, ça je peux effectivement les ajouter aussi alors au slide, mais c'est quand même alors tout à fait alors, il y a des recommandations. Après, ça ne dépend, effectivement, ça doit être toujours alors quelque chose d'adapté. Il y a quand même alors les classiques qui ont dit au minimum 30 minutes d'activité d'intensité modérée. Mais après, chaque personne reçoit ou ressent cette activité modérée de manière différente. On est bien d'accord, hein? Et puis, s'il y a des activités qui combinent les deux, alors, c'est ça qu'on appelle alors le High Intensity Interval Intensity Treatment. Donc, c'est qu'effectivement, c'est des activités assez conséquentes. Il y a le MTT aussi, qui malheureusement n'est pas toujours remboursé par la caisse maladie, mais ça, c'est aussi quelque chose qui est à considérer. Donc, il y a quand même alors toutes ces activités qui combinent les deux mouvements. Et alors ça, si les gens ils sont plus intéressés par rapport à ça, je peux faire une sorte de complément par rapport à l'activité physique, parce qu'effectivement, je vois qu'il y a plusieurs questions sur le sujet, je le ferai très volontiers. Parfait, merci beaucoup. On va passer à d'autres thématiques de questions. Est-ce que vous aurez des suggestions pour améliorer les communications avec les spécialistes? Plus particulièrement, est-ce qu'il y a des détails importants qu'on peut donner à nos médecins pour qu'ils puissent nous aider un peu à distinguer si c'est bien la CEP ou c'est plutôt la psychologie, sachant que oui, c'est intimement lié quand même, mais voilà, c'est juste pour si vous avez des tips à ce sujet. Alors, j'aimerais quand même moi, vous féliciter pour la question d'un million, parce qu'effectivement, c'est le gros challenge, c'est qu'effectivement, comment on peut faire. Je pense que les types importants, c'est de pouvoir faire une sorte de... Alors, c'est pas nécessaire de remplir un journal de bord quotidien, on est bien d'accord, hein, mais c'est de pouvoir aussi avoir quelques repères. C'est-à-dire que de remarquer, par exemple, et ça c'est aussi un travail individuel, mais aussi de l'entourage, de voir au niveau de la fatigue. Est-ce que c'est quand même alors une fatigue classique, de baseline, on voit quand même que c'est quand même beaucoup plus conséquent d'avoir quelques jours où on est un peu plus triste, où on n'a pas envie de choses, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Mais on voit quand même une différence, parce que c'est ça, si vous voulez, c'est quand même l'évolution, la dynamique de l'état d'âme. De voir par rapport à l'anxiété, c'est une chose d'avoir une préoccupation X, Y, parce qu'il y a un événement familial qui nous influence, et c'est une autre chose quand même qu'on ne peut pas alors débrancher pendant la nuit parce qu'il y a quelque chose qui nous taquine tout le temps. Après, ça dépend effectivement du degré de sensibilisation de votre médecin traitant, des neurologues. De mon expérience, il y avait des neurologues avec lesquels la collaboration passait comme lettre à la poste, et puis avec des autres où il fallait quand même insister sur le fait il y a quand même une pathologie psychiatrique, et puis qu'il fallait effectivement les traiter, et pas, on ne peut pas juste alors la banaliser en disant que c'est qu'elle a c'est. Mais ça, c'est quand même alors un travail d'équipe, un travail de réseau et puis un travail de communication. Vous voyez, vous avez parfois la chance de tomber sur des médecins qui aiment bien communiquer et avec des autres qui font chacun un peu de son côté et puis il n'y a pas de chance. Très bien. Merci beaucoup pour la réponse. Est-ce que vous avez des données sur les thérapies de groupe par rapport à la dépression? Alors, pour la dépression en général ou pour la dépression en ce qui concerne la sclérose en plaques, ça c'est aussi une très bonne question. Pour la sclérose en plaques en soi, il y a quand même alors quelques études qui montrent par exemple pour les groupes d'entraide qui ça peut aussi tout à fait aider. Et puis parfois aussi c'est quand même très conséquent que la manière que ça aide, que c'est presque autant efficace qu'une psychothérapie individuelle. Pour les gens qui s'intéressent à l'économie de la santé, c'est plus efficace et ça coûte moins cher, si vous voulez. Donc, on sait quand même alors que ça fonctionne. Et pour la dépression en général, il y a deux, trois études qui ont été faites. Après, les thérapies de groupe, il n'y a pas beaucoup de groupes thérapeutiques
qui sont animés par un psychologue par rapport au pour les gens qui sont atteints de sclérose en plaques. Ça, c'est pas évident parce qu'il faut avoir aussi une masse critique. On est bien d'accord, hein. Ça, vous pouvez le trouver dans le centre, à Genève et à Lausanne peut-être, mais pour les gens qui habitent un peu plus loin, c'est un peu plus difficile. Mais je suis absolument d'accord que ça pourrait être aussi efficace. Après, euh, la plupart des études qui étaient faites, c'est beaucoup plus pour la psychothérapie individuelle et la psychopharmacologie. C'est parfait comme réponse. Merci pour votre retour. Alors, du coup, il y a quelqu'un qui nous pose la question que vous avez parlé tout à l'heure de conseils pour les personnes atteintes de cancer pour lutter contre la fatigue. Est-ce que ça serait possible de partager ce guide, en fait? Alors, donc ça, on doit discuter un peu alors après coup, mais effectivement, c'est un guide qu'on trouve sur le site de la Ligue contre le cancer. Donc, et puis, c'est toujours utile de voir ces différents guides. Je pense, je n'ai pas regardé alors sur le site de la Société suisse de CEP, mais je sais aussi, par exemple, le germanophone parmi vous, il y a aussi la Société allemande de fatigue, donc il y a des différents guides. Mais ça, on peut alors discuter en équipe et puis volontiers alors, si c'est, on peut voir. Et pour rebondir, en fait, sur cette question, est-ce que vous pensez que les stratégies peuvent être transposées à la CEP? Des fatigues cancer, fatigue CEP. On parle souvent d'une fatigue CEP qui est tout à fait particulière, hein? C'est un trait Oui, oui, assez oui. particulier. Alors, oui, si vous voulez, la stratégie générale, c'est plus ou moins le même. C'est qu'effectivement, au niveau d'avoir une activité physique bien dosée, il y a quand même aussi toute cette partie-là, si vous voulez aussi, la partie neurologique qui est beaucoup plus intense par rapport à un cancer, on est bien d'accord. Mais ça vient plus ou moins sur le même principe, au niveau de l'activité physique douce, au niveau de l'activation, au niveau de la gestion de l'énergie, au niveau du maintien d'un bon niveau de sommeil, les quelques médicaments, toujours de faire aussi le diagnostic différentiel avec la dépression. Donc, les principes sont plus ou moins les mêmes. Après, effectivement, chaque spécialiste, il regarde aussi un peu de son côté. Mais après, ça, c'est mon expérience personnelle. J'ai traité la fatigue euh, pour les gens qui étaient atteints de cancer, pour les gens qui sont atteints de CEP, de plus ou moins la même manière. Ça a toujours fonctionné. Après, on est bien d'accord, quand je dis ça fonctionnait, il y avait une petite amélioration, mais après, c'est toujours un processus long par rapport à la fatigue. Et puis, ça, il faut pas oublier, pour la fatigue à cause du cancer, il y a quand même une partie quand même qui récupère. Pour la sclérose en plaques, malheureusement, c'est très souvent ça s'aggrave au fur et à mesure. Et ça, c'est embêtant. Merci beaucoup pour cette réponse. Peut-être aussi, bah, c'est toujours important, comme vous l'avez dit, de consulter et de se poser la question d'où vient cette fatigue. C'est aussi possible de faire appel à de l'ergothérapie pour avoir des Alors, stratégies contre la fatigue. oui, tout à fait. L'ergothérapie, alors, bon, après, il faut quand même que l'ergothérapeute soit aussi formé sur le sujet. D'après ma connaissance, il n'y a pas énormément de gens qui se connaissent bien, parce que euh, comme c'est, comme effectivement, ils doivent avoir des programmes, et puis se connaître aussi par rapport à ces programmes de prise en charge de fatigue. C'est comme les écothérapeutes qui s'occupent des personnes atteintes de maladies psychiatriques. Malheureusement, il n'y en a pas énormément. C'est, il y a beaucoup plus l'écothérapie manuelle pour les gens qui ont eu quand même des maladies neurologiques, d'infirmité congénitale, etc. Et c'est beaucoup plus difficile de trouver la psychothérapie. Mais ça peut aussi tout à fait être une solution. Oui, tout à fait, hein, sauf erreur, il y a une formation exprès concernant la fatigue pour la CEP aussi. PA, si tu veux compléter, tu peux. On t'entend pas. Pardon. Alors oui, tout à fait. Normalement, il y a certains ergothérapeutes qui sont disposés et puis vous pouvez voir sur ergothérapie.ch. C'est quelque chose qu'on peut en fait chercher justement par région et puis par spécialité.
justement neurologie ou autre. Et puis, il y en a certains il n'y en a pas beaucoup, comme vous dites, hein, c'est tout à fait juste, mais ça existe quand même. Et puis, en fait, aussi, certains ont des formations par rapport à la fatigue, comment gérer la fatigabilité, puis certaines consultent aussi au quotidien pour vraiment adapter les besoins à votre situation personnelle. Absolument. Hmm. Très bien. Il y avait une petite question par rapport au remboursement des assurances pour la luminothérapie. Oui, tout à fait. C'est remboursé. C'est remboursable, Laurent. Donc, effectivement, après, il faut, comme je suis aussi médecin conseil pour des assureurs, je peux aussi vous dire qu'effectivement, c'est la question toujours comment ça poser la demande. Parce que vous avez quand même la demande. Ça que vous savez, c'est qu'effectivement, la demande, l'immunothérapie est prise en charge pour la dépression saisonnière. Mais effectivement, si vous avez un médecin traitant, un neurologue qui est assez futé, je vais le dire comme ça, il peut quand même alors acclimater auprès des caisses pour avoir l'appareil. Il faut dire aussi que les caisses, ils proposent des appareils ou remboursent jusqu'à 300 francs si vous l'achetez, ou il y a quand même alors, si vous louez l'appareil, vous avez quand même un montant X, je sais pas en tête malheureusement, pour la location annuelle. Mais en tout cas, alors, c'est pas des coûts extraordinaires, hein. C'est qu'effectivement, j'ai eu des patients qui disent qu'ils ont essayé eux-mêmes et puis après, ils l'ont acheté par les propres billets. Ça coûte alors des appareils comme ça, ça coûte entre 100 et 150 francs. Donc, c'est pas alors une dépense énorme. Et puis, si vous voyez que ça vous arrange, faites-le. Très bien. Merci beaucoup. Je pense que si on n'a pas d'autres questions, on arrive au terme de ce webinaire. Donc, on va encore vous donner quelques infos. Béa, je te laisse commenter ce slide. Alors, parfait. Alors, nous, pour ceux qui ne connaissent pas, nous avons une équipe de conseil qui est disponible pour répondre à vos questions spécifiques. C'est pas que la santé mentale, bien entendu, ça fait partie de tout ça, mais pour toute situation, que ce soit sociale, médicale, voilà, on peut analyser votre situation et puis éventuellement répondre à vos questions spécifiques. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi via l'infoline CEP au 844 737 463 de 9 heures à 13 heures ou par email que vous pouvez nous joindre info@sclérose-en-plaque au pluriel plaque avec S, donc .ch. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Le service est gratuit. Il n'y a pas de limite dans le temps ni dans la quantité de questions que vous pouvez poser. Il faut seulement avoir la CEP. C'est un peu le seul critère de base. Et puis, vous pouvez bénéficier de nos services par ce biais. Tout à fait, merci. Avoir la CEP ou être proche de quelqu'un qui a la CEP. Ah, pardon, Tout oui. à Alors, fait. c'est très, très important. C'est les proches sont aussi pris en charge et c'est pas que les conjoints. Ça peut être des amis, ça peut être toute votre définition de proche. Trop bien. Alors, juste rapidement, les prochains cours et formations, vu que ça, parce que Béa donc, fait partie de l'équipe conseil, je ne l'ai pas très bien précisé au début. Les cours et formations, c'est mon domaine. On a un cours en ligne, il reste quelques places sur le voyage la semaine prochaine avec un ergothérapeute. Un autre webinaire au mois de novembre sur l'incontinence. Et puis, la journée des proches, le 30 octobre, avec une soirée destinée aux proches. Et puis le Sepius Forum pour les plus jeunes à Lausanne. Et la soirée d'information à Genève qui sera sur l'actualité des traitements, mais aussi les cannabinoïdes à usage médical. Voilà, vous trouvez bien sûr toutes nos prestations sur notre site. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je remercie encore infiniment le docteur Antonios Liolios pour sa présentation, sa disponibilité et toutes les réponses qu'il a données. On vous transmettra comme promis la présentation et le webinaire sera disponible bientôt, dès que possible, sur notre chaîne YouTube. Merci à toutes et tous pour votre présentation et vos questions et à tout bientôt. Bonne soirée.
Au revoir. Bonsoir.